J'ai le plaisir de présenter le continuum de la sitagliptine avec la trajectoire, avec les mêmes conflits d'intérêts que pour l'ancien topo. Donc le continuum de la sitagliptine est intéressant certes, mais il faut d'abord commencer par la maladie diabétique de type 2 avec, comme vous le savez, une insulinosécrétion qui va diminuer dans le temps, ce qui fait qu'une fois qu'on arrive au diagnostic, on va avoir une hyperglycémie préprandiale et postprandiale et puis un déficit insulinique qui est, on va dire, initialement réactivable, c'est-à-dire qu'en faisant le dépistage tôt, notamment grâce à la médecine générale, il faut sensibiliser les médecins généralistes au dépistage du diabète, et ensuite en intervenant tôt, en traitant tôt et précocement les patients, eh bien, on peut espérer limiter cette destruction progressive des cellules bêta et de l'insulinosécrétion en faisant et le diagnostic et le traitement. Alors, on le sait depuis toujours, et puis depuis l'étude du KPDS, comme vous le savez, l'équilibre glycémique va d'emblée entraîner des retentissements sur les complications du diabète de type 2. Plus l'hémoglobine glyquée va être élevée, et notamment s'élever autour de 6-7%, plus on aura une augmentation linéaire, notamment des complications microvasculaires, mais aussi des complications macrovasculaires avec l'infarctus du myocarde, ou comme vous le savez, la mortalité du patient diabétique de type 2 est essentiellement cardiovasculaire. Une fois que le KPDS a montré ceci, ensuite on a vu qu'en diminuant l'hémoglobine glyquée ne serait-ce que d'1%, on allait diminuer les complications microvasculaires de façon significative. Et ensuite, nous avons eu dans les recommandations qu'il fallait faire des interventions pour baisser les glycémies, puisque la baisse de l'hémoglobine glyquée allait diminuer le risque de complications. À l'époque, lorsque nous avions des intervenants qui venaient parler, eh bien, on parlait du fameux « the lower the better », c'est-à-dire qu'on devait baisser tant qu'on pouvait les glycémies pour pouvoir éviter ces complications, en tout cas les délayer dans le temps. Les stratégies thérapeutiques, d'ailleurs, étaient différentes de celles d'aujourd'hui, avec notamment la diététique, tout d'abord, qui, une fois qu'elle n'était pas suffisante pour améliorer le taux d'hémoglobine glyquée, on allait ensuite vers la metformine. Enfin, on allait proposer metformine plus une autre thérapie orale, que ce soit des sulfamides, des glitazones, de la carbose ou des inhibiteurs de la DPP4, et que finalement, on allait ensuite arriver aux injectables, que ce soit l'insuline basale ou les agonistes du récepteur au GLP1, pour ensuite entraîner une intensification en basal plus, basal bolus. Donc c'était assez codifié, c'était la metformine, mesure isodiététique, puis metformine, puis les autres antidiabétiques oraux, et enfin on arrivait à l'insuline. Ce qui était important aussi de noter à l'époque, c'est qu'après UKPDS et le post-UKPDS, eh bien, on a eu d'autres études, comme l'étude ACCORD, l'étude ADVANCE ou l'étude VADT, où finalement la question de l'équilibre glycémique pour tous est revenue, et peut-être qu'on n'avait pas une diminution on avait une diminution certes du microvasculaire, mais on n'arrivait pas à prouver qu'il y avait une diminution de la mortalité, notamment cardiovasculaire. D'autres études sont venues pour ensuite démontrer que l'hémoglobine glyquée, lorsqu'elle était très basse, entraînait un surrisque de mortalité, que ce soit chez les patients sous antidiabétiques oraux ou sous insuline, et on le savait déjà dans UKPDS, lorsque l'hémoglobine glyquée était très élevée, on avait là encore une surmortalité, pour conclure finalement que la mortalité la plus faible était observée pour des hémoglobines glyquées aux alentours de 7,5%. Il y a même eu des éditoriaux dans des grands journaux de diabétologie qui sont revenus en disant il faut qu'on arrête d'équilibrer nos patients diabétiques de type 2 et que leur hémoglobine glyquée arrive à 7,5-8%, et que finalement essayer de baisser trop, c'était pas spécialement le mieux, et donc après ces courbes U, on a dit que finalement tout n'était pas dans la baisse de la glycémie. The lower is not necessarily the better. Tous les patients ne doivent pas bénéficier d'un traitement intensif pour le diabète. Nous avons ensuite réfléchi, et il y a eu, grâce à l'étude, notamment l'étude ADVANCE entre autres, qu'il fallait une individualisation des objectifs d'hémoglobine glyquée. Et depuis quelques années maintenant, on le fait de façon assez standardisée. On regarde plus les effets liés aux hypoglycémies, la durée de la maladie diabétique,
connus et bien entendu les 4 à 7 ans, voire plus, de diabète méconnu, l'espérance de vie, les comorbidités, les maladies cardiovasculaires et également les aptitudes des patients, c'est-à-dire est-ce que les patients vont faire des efforts, est-ce qu'ils sont prêts à faire des efforts en plus des ressources de ces mêmes patients. Et du coup, l'hémoglobine glyquée pour un patient donné, d'un même âge, avec une même durée du diabète, pouvait être différente en fonction de l'espérance de vie, par exemple, ou si l'espérance de vie était très limitée, on n'allait pas du tout chercher à baisser l'hémoglobine glyquée en dessous de 7%, mais plutôt arriver autour de 8%, voire plus. Et chez des patients qui avaient déjà des maladies cardiovasculaires, ces patients chez qui l'hypoglycémie, par exemple, peut être dangereuse, eh bien, il fallait ne pas baisser trop l'hémoglobine glyquée, notamment lorsque on utilise des thérapies hypoglycémiantes. À partir de ce constat, il y a eu autre chose qui s'est passé notamment en 2008. C'était le boom finalement qu'ont entraîné les études sur les glytazones avec les événements cardiovasculaires où, comme vous le savez, on a eu une grosse alerte sur le risque d'infarctus du myocarde et de décès cardiovasculaire chez les patients qui étaient traités par rosiglitazone versus placebo. À partir de là, il y a eu une inquiétude concernant le rapport bénéfice-risque, et notamment en termes de sécurité cardiovasculaire des molécules, puisque ce sont des molécules qui baissaient les glycémies, mais qui entraînaient un surrisque de morbimortalité. Et depuis 2008, aux États-Unis, la FDA a imposé des guidelines finalement pour que les firmes pharmaceutiques puissent réaliser des études de sécurité cardiovasculaire pour les nouvelles molécules. Alors, ces études de sécurité cardiovasculaire n'ont pas concerné uniquement les gliptines, on a aussi les agonistes du récepteur OGLP1 et également les glyphlosines, comme vous le savez. Et finalement, la demande de la FDA, c'était de démontrer qu'il n'y avait pas de surrisque par rapport au placebo d'une des 3 points MACE, donc les critères cardiovasculaires, chez les patients traités par placebo versus les patients traités par la molécule, tout en sachant que l'hémoglobine glyquée était similaire pour qu'on n'ait pas le bénéfice sur la baisse de l'hémoglobine glyquée. Je ne vais pas vous détailler les études, juste vous rappeler que pour les gliptines, eh bien, nous avons eu finalement 3 études, l'étude Savortimi avec la saxagliptine, l'étude Examine avec l'allogliptine, l'étude Tecos avec la sitagliptine et on attend bientôt l'étude avec la linagliptine. Toutes ces études ont été positives, c'est-à-dire qu'il y a eu une neutralité cardiovasculaire, il n'y avait pas plus d'événements dans le groupe traité par gliptine versus le groupe traité par placebo. Le souci qu'il y a eu par contre, c'était dans l'étude Savortimi où on a eu une augmentation du risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque les 6 premiers mois de l'étude et donc qui a mis un holà pour qu'on puisse regarder si c'était des événements qui étaient récurrents dans les autres études. On n'a pas retrouvé ni dans l'étude Examine ni dans l'étude Tecos. L'ADA en 2018, c'est une diapositive que vous avez vue plusieurs fois depuis le début du congrès, a donc gardé pour les patients avec une hémoglobine glyquée supérieure à 9% l'intérêt de prescrire d'emblée au diagnostic de thérapie. Et on peut ou pas être d'accord de prescrire d'emblée à 9%, au Maroc en tout cas, vous me direz au Maghreb peut-être, et dans l'Afrique subsaharienne, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'à 9% vous traitez les patients avec 2 thérapies d'emblée? Et également à 10%, on donnait d'emblée 2 injectables ou si la glycémie était supérieure à 3 grammes. Donc ça, ce sont le consensus de l'ADA version 2018 avec une petite différence, c'est qu'en deuxième intention, on splittait les patients en deux. Finalement, les patients qui avaient déjà fait des événements cardiovasculaires, qui devaient ensuite être intensifiés plus spécifiquement en empagliflozine ou liraglutide par les résultats de l'étude LEADER et de l'étude EMPA-REG qui, comme vous le savez, a démontré une supériorité au niveau cardiovasculaire versus placebo, ou bien pour les autres qui n'étaient pas en prévention secondaire. Ceux qui étaient en prévention primaire, eh bien, on avait le choix de la panoplie de médicaments que vous connaissez et on allait discuter en fonction de différents paramètres qu'on verra tout à l'heure.
Donc si on veut résumer, le diabète de type 2, c'est une maladie qui va être caractérisée par une suite d'échecs thérapeutiques et à chaque étape, on doit réajuster le traitement pour pouvoir équilibrer le patient tout au long de sa maladie. Et l'échec thérapeutique, globalement, on peut définir par un mauvais contrôle glycémique calculé sur la mesure de l'hémoglobine glyquée avec en général une hémoglobine glyquée qui dépasse 7%. À partir de ce constat et de toutes les études que je vous ai présentées, on peut se poser la question du cahier de charge finalement des antidiabétiques. Quelle est l'efficacité, démontrer sur quoi va se baser une stratégie thérapeutique ou un médicament pour traiter le diabète de type 2, sur quels critères nous allons baser pour juger justement de l'efficacité et de l'intérêt de cette stratégie. On a besoin, comme vous le savez, de l'efficacité sur l'hémoglobine glyquée, mais ça ne peut plus être suffisant au vu de la courbe en U que je vous ai montrée. La sécurité d'utilisation, notamment avec le moindre d'effets indésirables. Également la sécurité cardiovasculaire avec les différents traitements et les études secondaires à la demande de la FDA pour démontrer s'il y avait une neutralité ou une supériorité au niveau cardiovasculaire. Au mieux, il faut qu'il y ait l'absence d'hypoglycémie et si on peut baisser le poids, eh bien, on aurait le jackpot. Bien sûr, on va ajouter à cela la qualité de vie des patients, la satisfaction des patients et puis le coût. Donc l'espèce de potion magique, ce serait de trouver un médicament efficace qui se donne peut-être par voie orale, sans titration, sans hypoglycémie, qui fait perdre du poids, qui protège le cœur, protège les reins éventuellement, et qui entraîne une bonne qualité de vie. Et on va demander encore plus loin qu'il ne soit pas cher, notamment pour notre population, chez qui c'est vrai que certains médicaments peuvent paraître chers, même si on doit penser aussi à la cherté des complications. Et c'est à partir de là qu'on va parler ensemble, avec ces différents aspects nécessaires pour une bonne prise en charge thérapeutique, de la sitagliptine. En commençant tout d'abord par l'efficacité. Et l'efficacité, j'ai choisi pour vous deux études. La première était sur l'association initiale de sitagliptine plus metformine, où les patients étaient sélectionnés avec un diabète entre 7,5 et 11%. Ils étaient initialement avec une période sous placebo en simple aveugle, et ensuite on les randomisait en sitagliptine 100, en metformine 1 g par jour, en metformine 2 g par jour, ou en association sitagliptine-metformine. Qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? Eh bien, on se rend bien compte finalement qu'une sitagliptine seule allait baisser la glycémie aux alentours de 0,8%. Plus on allait intensifier, et notamment lorsqu'on allait combiner sitagliptine plus metformine, plus on pouvait avoir une diminution de l'hémoglobine glyquée qui était conséquente. Et comme vous le voyez ici, si les patients avaient une hémoglobine glyquée initiale autour de 8,8%, eh bien, on allait avoir une baisse de 2%, 2,1%. Mais lorsqu'on a pris le pourcentage de patients qui avaient des valeurs initiales très élevées d'hémoglobine glyquée au diagnostic, eh bien, à partir de 11%, on pouvait baisser presque jusqu'à 3%. Donc, ces deux thérapies combinées vont permettre de diminuer l'hémoglobine glyquée, combinées plus que de façon séparée, mais également, cette baisse de l'hémoglobine glyquée va dépendre du moment et de l'hémoglobine glyquée de base. Plus l'hémoglobine glyquée va être élevée, plus le patient va avoir une diminution conséquente des chiffres d'hémoglobine glyquée. Qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'on est en échec de la metformine et de la sulfamide, c'est-à-dire en trithérapie? Quand on arrive en troisième intention, eh bien, on va baisser également l'hémoglobine glyquée. Ici, on a toute la cohorte qui a baissé de 0,7 et vous voyez bien que lorsqu'on a la même idée que tout à l'heure, lorsque l'hémoglobine glyquée de base va être élevée, on aura une diminution un peu plus importante de façon significative, 0,9% de moins versus 0,6% lorsqu'on est à moins de 8,4%. Ce qui fait qu'en moyenne, vous le savez, lorsqu'on prescrit d'ailleurs les thérapies en général, que ce soit sulfamide ou gliptine en seconde intention, la baisse d'hémoglobine glyquée est plus importante que lorsqu'on arrive en troisième intention. On a vu le continuum de la maladie diabétique de type 2, on a un appauvrissement des cellules bêta, ce qui peut être expliqué de cette façon.
Lorsqu'on va ensuite proposer la sitagliptine avec le glipizide et la metformine, là aussi pareil, on se rend compte qu'initialement, on va avoir des patients qui vont baisser un peu plus bas lorsqu'on va avoir le sulfamide, mais qu'in fine, après 52 semaines, les courbes se rejoignent. Donc il est vrai que les sulfamides baissent très bien les glycémies et on continue de les utiliser au quotidien, mais on ne peut pas continuer de dire, et vous verrez tout à l'heure la réflexion de l'équipe française en octobre 2007, eh bien on a cette baisse qui va perdurer et qui va être équivalente lorsqu'on va se retrouver après 3 à 6 mois de traitement. Donc lorsqu'on veut baisser très rapidement la glycémie, oui, le sulfamide va faire peut-être un peu mieux initialement, mais ensuite la baisse va rester conséquente. Vous voyez finalement que les deux groupes vont baisser de 0,7% environ. Une autre diapositive pour insister sur les catégories d'hémoglobine glyquée, avec exactement la même idée que tout à l'heure, où lorsque l'hémoglobine glyquée va être autour de 7-8%, eh bien on baisse de 0,5-0,6%, qu'on soit d'ailleurs en addon de la metformine avec un sulfamide, ou lorsqu'on va rajouter ici en noir la sitagliptine. Et donc les baisses d'hémoglobine glyquée est équivalente, mais bien entendu, plus le patient est déséquilibré, plus on va avoir une action. Alors la question se pose des fois en disant quelles sont les différences finalement entre les gliptines. En tout cas, les comparaisons directes, on n'en a pas beaucoup. On a une belle étude qui s'est intéressée à la sitagliptine versus la saxagliptine chez des patients diabétiques de type 2 en échec de metformine, et vous voyez toutes les deux en termes d'efficacité. Je pense que ce serait à peu près pareil si jamais on utilisait d'autres gliptines. On n'est pas à 0,05% près, ou même 0,1 près. Eh bien on va avoir une baisse tout à fait intéressante, qu'on soit sous saxagliptine ou qu'on soit sous sitagliptine combinée par la metformine. La deuxième chose sur laquelle on voulait s'intéresser tout à l'heure, c'était la sécurité d'utilisation, et notamment la sécurité d'utilisation, c'est le sujet âgé et le sujet insuffisant rénal. Donc chez le sujet âgé, nous avons plusieurs études, dont j'ai choisi l'une d'entre elles, qui avait des sujets âgés de plus de 65 ans, qui étaient déjà traités ou non par des antidiabétiques oraux, et chez qui on allait soit proposer un placebo, soit proposer une sitagliptine après le diagnostic du diabète. Et comme vous le voyez, eh bien l'hémoglobine glyquée chez le sujet âgé va également diminuer. Vous voyez ici 0,5% versus une augmentation de l'hémoglobine glyquée des patients qui étaient sous placebo. Et donc, lorsqu'on va prescrire ces patients chez le sujet âgé, il n'y a eu d'ailleurs pas plus d'événements indésirables, ce qui est l'une des valeurs ajoutées de cette famille de molécules. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va avoir une insuffisance rénale? Eh bien, lorsqu'on aura une insuffisance rénale, vous le savez, pour toutes les gliptines, on va devoir titrer, excepté la linagliptine. Et donc, lorsqu'on a diminué la sitagliptine à 50 mg jour, parce que le débit de filtration glomérulaire diminue en dessous de 50 ml/minute, l'efficacité sur l'hémoglobine glyquée restait la même, et même lorsqu'on avait la sitagliptine 25 pour les patients qui étaient en insuffisance rénale chronique sévère, même si dans notre service on utilise, en insuffisance rénale chronique sévère, on utilise uniquement, on n'utilise pas les gliptines ni d'autres antidiabétiques oraux par ailleurs. La SFD a publié, vous le savez, vous l'avez déjà lu, vu, entendu, une réflexion d'experts, et a bien remis l'idée que ce soit pour la Vilda, la sitagliptine ou la saxagliptine, eh bien, on gardait la dose pleine lorsqu'on avait une insuffisance rénale légère, et dès lors qu'on diminuait en dessous de 60 ou 50 ml/minute, on allait prendre une demi-dose pour ces thérapies. La linagliptine n'existant pas en France, on n'a pas mis une linagliptine, mais l'avantage finalement de la linagliptine, c'était qu'il n'y avait pas de titration au niveau rénal. Toujours pour avancer dans la sécurité cardiovasculaire, vous avez vu tout à l'heure qu'on avait différentes études qui se rejoignaient dans la famille des gliptines pour montrer qu'il y avait une neutralité cardiovasculaire.
Si on veut revenir plus précisément sur l'étude TECOS avec la sitagliptine versus placebo à la fin de l'étude, où on pouvait rajouter d'autres thérapies en dehors des gliptines, je vous le rappelle, eh bien on n'avait pas de différence significative à la fin de l'étude en termes d'hémoglobine glyquée, avec sur l'analyse pour la non-infériorité versus placebo, eh bien la sitagliptine était non inférieure, il n'y avait pas plus de décès cardiovasculaires ou d'infarctus non fataux ou d'AVC pour ces patients. Et bien entendu, au vu des résultats de l'étude SAVOR-TIMI, on a regardé plus spécifiquement le risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque qui, là aussi, vous le savez, n'a pas été significatif. Donc, lorsqu'on veut regarder dans cette étude plus spécifiquement, l'étude TECOS a cet avantage justement de démontrer la neutralité cardiovasculaire et l'absence d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque pour une molécule qui se donne en une prise lorsqu'elle n'est pas combinée à la metformine ou en 2 prises lorsqu'elle est combinée à la metformine. Alors, les risques de cancer du pancréas qui ont été très regardés, comme vous le savez, ainsi que de pancréatite, chez des patients qui étaient traités par sitagliptine, on a fait 0,3% de pancréatite aiguë versus 0,2% pour les placebos, et on a eu des événements qui étaient finalement non significatifs. On continue de regarder ces événements avec surtout des pancréatites modérées, avec 4 cas de pancréatite sévère. Pareil par rapport au cancer du pancréas, eh bien, par rapport au cancer du pancréas, il y avait finalement plus de patients dans le groupe placebo que versus sitagliptine. Donc la hantise qu'on a eue pendant très longtemps de ces 2 complications qui étaient avec la relation de cause à effet éventuelle pour les gliptines et les agonistes du récepteur au GLP1, eh bien, pour l'instant, on est sécurisé depuis 2014 avec la publication de la FDA et de l'EMA. Quelque chose qui serait peut-être apparenté à la palissade, l'absence d'hypoglycémie chez les patients traités par gliptine, mais aussi la neutralité pondérale est intéressante pour ces molécules, où j'ai repris la même étude versus sulfamide que tout à l'heure, et où on voit que le poids sous sulfamide, on prend 1 kg, 2 kg, parfois dans cette étude on prenait 1 kg au bout de 52 semaines, et même s'il n'y a pas d'explication pour la perte de poids, dans les patients qui étaient sous gliptine, sitagliptine avaient perdu en moyenne 1 kg à la fin des 52 semaines, avec des hypoglycémies qui, bien entendu, étaient plus importantes dans le groupe sulfamide hypoglycémiant. Ce qui est par contre très intéressant à garder à l'esprit, c'est la durabilité. C'est-à-dire, lorsque vous prescrivez un traitement, que ce traitement soit prescrit chez ce patient pendant un long moment et non pas tous les 3 mois revenir changer ou intensifier les traitements. C'est pourquoi je vous ai présenté une belle étude qui est l'étude Odyssée, qui a été réalisée en France, qui est une étude observationnelle, prospective, réalisée par des médecins généralistes volontaires et qui était menée par un comité scientifique indépendant, donc pas de laboratoire, simplement un comité scientifique indépendant qui a inclus plus de 2600 patients diabétiques de type 2 qui avaient une prescription de novo et qui pouvaient être soit en bithérapie metformine sitagliptine ou metformine sulfamide, même si vous voyez que les médecins ont inclus plus de patients sous metformine sitagliptine, ce qui est assez d'ailleurs l'habitude actuellement dans les prescriptions et dans les conseils donnés par le comité d'experts français en 2014. Et donc on se rend compte que finalement, lorsqu'on regarde dans le temps, lorsqu'on prescrit en bithérapie initiale sitagliptine, metformine, eh bien les patients vont avoir de façon significative plus de chances de garder leur traitement et de rester sous ce traitement versus le groupe de patients qui étaient sous metformine sulfamide. Alors l'idée du coût est importante, oui, mais l'idée du coût des complications est aussi très importante. Et je vous ai ici proposé justement la réflexion le référentiel qu'a proposé la Société francophone du diabète chez des patients soit en add-on de la metformine, soit des patients qui étaient intolérants à la metformine. Les recommandations de l'HAS proposaient à ce moment-là uniquement les sulfamides. Et ici, on propose les inhibiteurs de la DPP4, même si dans cette AMM, ils ne sont pas remboursés en France, ou les autres thérapies qui étaient d'ailleurs proposées.
Donc en bithérapie, de combiner finalement chez les patients qui étaient intolérants à la metformine, les IDPP4 avec les sulfamides notamment, et on pouvait continuer lorsqu'on avait l'insuline basale. La prise de position finalement qui était la plus discutée, c'était de proposer après la metformine un inhibiteur de la DPP4 de façon préférentielle. Dans le texte, vous pourrez lire que c'est très pratique chez le sujet âgé, mais également grâce au risque d'hypoglycémie qui est plus important sous sulfamide, et qui ont donc privilégié cette association metformine-IDPP4 versus les autres associations, sans pour autant bannir les sulfamides. Mais peut-être que les sulfamides, à ce moment-là, viendraient en troisième position, après avoir proposé metformine IDPP4, on pourrait proposer les sulfamides en troisième position, ou de changer l'IDPP4 par les agonistes du récepteur au GLP1 s'il n'y avait pas de réponse. Donc la réflexion est différente, notamment à cause du remboursement, ce qui n'est pas le cas chez nous. Je ne sais pas en Algérie, en Tunisie. Chez nous, on rembourse tous les traitements, en tout cas oraux pour le diabète, la sitagliptine, la vildagliptine, la saxagliptine et tous les sulfamides. Donc en France, pour pouvoir avoir ce remboursement, il faut justement attendre qu'il y ait soit une hypoglycémie, soit justifié que le patient ait un risque de faire des hypoglycémies. L'intérêt finalement de choisir les traitements, alors je ne pense pas que vous voyez bien, je vais vous aider juste par rapport à la ligne sur les inhibiteurs de la DPP4. Donc les inhibiteurs de la DPP4, toujours selon la SFD, vont avoir une efficacité qui est finalement similaire aussi bien à la metformine qu'au sulfamide ou au glinide, sans effet sur le poids, sans risque d'hypoglycémie, en prise quotidienne 1 à 2 fois par jour, avec une autosurveillance qui n'était pas obligatoire, et des patients qui avaient des études qui avaient démontré une neutralité cardiovasculaire avec plutôt en faveur de la sitagliptine par rapport au moindre risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, comme je vous l'ai dit. Et quant au recul, ce sont des molécules qui ont dépassé 10 ans, donc elles sont plutôt classées maintenant dans les anciennes thérapies, enfin moins anciennes que les sulfamides de la metformine clairement, mais elles commencent à prendre leur place en molécules bien installées. Donc le continuum de la sitagliptine, qu'est-ce que ce serait? Eh bien, c'est une efficacité sur l'hémoglobine glyquée qui est démontrée, sans action sur l'hypoglycémie. L'intérêt, c'est clairement la prise orale, avec la possibilité de combiner ces traitements avec la metformine, certes, mais aussi en trithérapie, sans pour autant aller retarder la mise en place de l'insuline basale. Si jamais le patient a une hémoglobine glyquée alors qu'il est sous bithérapie orale, metformine, sulfamide et une hémoglobine glyquée qui dépasse les 8%, il est illusoire de penser qu'on va avoir une normalisation de l'hémoglobine glyquée chez la plupart des patients. Lorsqu'on va proposer une troisième thérapie, il faut combattre l'inertie thérapeutique et essayer d'intensifier le plus rapidement les traitements en faisant attention à l'individualisation des objectifs d'hémoglobine glyquée, bien sûr. Donc la neutralité pondérale est aussi importante. Il est clair que certains traitements vont pouvoir permettre de baisser le poids, les glyphlosines, mais aussi les agonistes du récepteur au GLP1 et les sulfamides qui vont plutôt faire prendre du poids. L'intérêt aussi de ces thérapies, c'est qu'on a peu d'effets secondaires finalement, qui est quasiment comparable au placebo, avec une neutralité cardiovasculaire demandée par la FDA et qui a permis justement de nous rassurer dans la communauté des médecins s'occupant de la diabétologie. Et on cherche encore, on cherche les bénéfices sur les complications micro, pourquoi pas macrovasculaires, peut-être plus tard. En tout cas, pour l'instant, on a une neutralité et non pas des bénéfices. Ce qui est intéressant également, et pour conclure, c'était dans la position de la SFD, cette codécision partagée avec le patient, aussi bien pour l'initiation que pour l'intensification des traitements de ces patients, avec une information pour le patient. On se doit d'expliquer au patient le traitement qu'on va lui proposer, mais aussi l'évolution naturelle du diabète qui fait que de toute façon, on va intensifier les traitements pour qu'il puisse comprendre qu'on a besoin de baisser l'hémoglobine glyquée, de ne pas faire prendre de poids idéalement dans
perdre, les risques d'hypoglycémie sans pour autant lui faire peur, les bénéfices cardiovasculaires qui peuvent prendre leur poids notamment en termes de prévention secondaire ou chez des patients fragiles, les événements secondaires s'ils existent et bien entendu la facilité de prise et les modalités avec un recul qui est maintenant assez intéressant pour ces thérapies et un coût qui peut paraître important mais qui je n'ai pas mis d'études sur le coût des complications ou le coût de l'hypoglycémie et où le traitement annuel d'une gliptine par exemple, ce serait même pas 10% d'une hospitalisation pour une hypoglycémie sévère, même si on est heureux qu'il y a toujours de la recherche maintenant, on attend toujours la potion magique de Panoramix le druide. Un jour on trouvera ce traitement qui remplit finalement tout le cahier de charge que je vous ai présenté tout à l'heure et je vous remercie.